première chose, donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Bon, lorsque vous avez affirmé dans la répartition des crédules ou des incrédules, les enfants ont une soif inextinguible de comprendre et d'apprendre, que ça s'est atténué chez les adolescents et que ça a pratiquement disparu chez les adultes. Mon expérience de professeur de lycée démontre que chez les adolescents, ce que l'on croit être un mur entre la curiosité naturelle et le manque de confiance en soi pour comprendre de la physique, de la mécanique ou de la chimie, eh bien que ce mur est étonnamment fragile et qu'il a pu être rompu pratiquement chaque année scolaire depuis la première séance de physique ou la première séance de chimie avec ses élèves de lycée. C'est une expérience que j'ai vécue principalement en classe de seconde parce que le problème de la première et de la terminale n'est pas le même. Et je dois dire que là aussi, j'ai envie un jour ou l'autre de pouvoir raconter ça pour que le public puisse en prendre connaissance. Un autre intervenant a présenté un concours d'échange d'arguments, un jeu de rôle avec échange d'arguments. Et bien, je peux vous dire que cette méthode n'a pas été inventée au XXIe siècle après Jésus-Christ, mais réinventée, parce que le premier exemplaire de ce type d'activité est médiéval. Et ça s'appelait à l'époque les disputations. Et ces disputations médiévales ont permis à des intellectuels médiévaux, c'est-à-dire une toute petite minorité de personnes qui n'avaient pas travaillé pour gagner leur vie, donc de créer les racines de la future démarche scientifique. Rien moins que ça. Et puis, à la même époque, une des fake news qui a été émise au Moyen-Âge, répétée et re-répétée depuis, c'est que le calife Omar aurait ordonné l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie sous le prétexte que le contenu ne figurait pas dans le Coran. Ce qui était complètement faux, parce que si la bibliothèque était encore là à cette époque, Omar aurait ordonné immédiatement la traduction de tout son contenu en arabe. Bon, voilà voilà. Alors, sur le premier point, enfant, adolescent. Sur le premier point, c'est une enquête qui a été menée donc en région Rhône-Alpes à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre effectivement d'un public fréquentant la manifestation La Fête de la Science qui a été mise en place par Hubert Curien donc il y a une trentaine d'années et d'essayer de comprendre pourquoi effectivement les enfants de l'époque-là, est-ce que ces enfants-là avaient une sensibilité plus aiguisée au niveau de la science? Est-ce qu'ils emmenaient aujourd'hui leurs enfants à la fête de la science? Et tout ça, c'est ressorti effectivement que non. Et donc, en général, dans cette enquête, il apparaît que le public le plus sensible et le plus intéressé à la science reste le public primaire. Ensuite, le collégien et l'adolescent, il a d'autres choses, il découvre le monde, il a d'autres choses, il se découvre déjà lui-même. Donc finalement, il n'est plus forcément intéressé par la science en général. Effectivement, après, j'interviens pas sur la façon dont on l'enseigne cette science. Hein. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Parce que je pourrais vous dégoûter à faire du football en vous mettant dans une salle et en vous expliquant les règles du football. Je vous demanderai de m'écouter et on verrait très vite que finalement tout le monde regarderait les oiseaux bailler aux corneilles, quoi. Donc c'est la façon dont on va apporter la science. Mais plus généralement, l'adolescent, lui, reste très loin de tout ce qui est concept scientifique. Et puis l'adulte aujourd'hui, eh bien, il en revient un petit peu, mais finalement, il a ses occupations pour sa vie quotidienne et la culture scientifique, c'est plus trop pour lui, quoi. Voilà, ça c'est ce qui était ressorti de cette enquête, donc de l'année dernière sur la région Rhône-Alpes. Juste une réaction pour avoir travaillé là-dessus. Alors moi j'ai travaillé là-dessus il y a quelques années, donc je vais peut-être dire des choses qui sont plus tout à fait d'actualité. En réalité, le vrai problème, c'est qu'on n'a absolument pas de définition qui permette d'interroger des enfants, des pré-ados, des ados et des adultes sur la notion de science, alors qu'elle n'est absolument pas définie pour eux. Donc il y avait une étude passionnante, elle existe toujours, je ne sais pas s'il y en a eu des plus récentes, je crois que c'est la Fortune, un Québécois, et je ne sais plus quel est le second auteur,
qui s'appelle À propos de l'idée de science, qui fait partie de ces quelques études qui ont eu lieu sur la façon dont les préados et les ados se représentent la science. Et le plus intéressant dans l'étude de La Fortune, c'est quand on fait s'exprimer les ados et les préados sur pourquoi on leur enseigne quelque chose qui s'appelle la science. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, la vraie question, c'est la représentation même de ce qu'est la science. Chez les gamins, c'est pas facile. Chez les ados, c'est encore plus compliqué. Et la représentation, elle est en particulier très intéressante si on les considère comme des êtres réflexifs qui pourraient peut-être se demander pourquoi on les enseigne. Et il y a aussi le bouquin de Venturini qui doit être la reprise de son HDR, qui s'appelle l'envie d'apprendre les sciences, je sais pas quoi, qui est toute une étude sur justement le rapport des ados aux sciences. Je voudrais simplement aussi rajouter qu'il y a une chose qui est quand même, parce que là on parle des infox, des fake news, on parle que de notre pays. Et je prendrai le cas par exemple de la Corée du Sud, où on s'étonne souvent que la Corée produit énormément, développe énormément, et est aujourd'hui à la pointe de la technologie du numérique par exemple. Eh bien, il faut quand même savoir qu'en Corée, eh bien, chaque enseignant doit passer au minimum une année durant sa carrière dans un centre de sciences et notamment dans un planétarium. Voilà, il y a une diffusion et une initiation à la culture scientifique qui va aussi dépendre du pays et de la politique du pays. Donc après, il faut aussi pas s'étonner si effectivement en France l'infox se développe et si on a un public qui est peut-être assez crédule. Ah oui, la culture scientifique reste la pauvre. Ce que vous avez dit sur l'intérêt des jeunes et des adultes pour la science est vrai statistiquement. Après, au niveau individuel, on connaît énormément de scientifiques qui disent « Ah, moi, j'ai eu le déclic pour la science quand je suis allé voir une démonstration au Palais de la Découverte ou quand je suis tombé sur telle émission à la télé, etc. » Donc, individuellement, une exposition, même brève, à de la science peut avoir un effet à long terme. Je me pose la question, savoir est-ce qu'on a des éléments de réponse sur toutes les actions dont on a parlé aujourd'hui, sur le développement de l'esprit critique. Est-ce qu'on sait si ça peut avoir un effet, alors pas seulement dans les 3 jours qui suivent l'atelier ou l'action, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans après? Est-ce qu'on arrive à imprégner l'esprit critique dans la façon de penser de quelqu'un qui ne fera pas forcément de la science après, bien entendu. Est-ce qu'on a des recherches sur ce sujet? C'est pas directement une réponse, mais en tous les cas, on a une défaillance en fait de données dans le milieu de la culture scientifique, technique et industrielle. Il y a l'observatoire de l'OSCIM, l'observatoire du patrimoine de la culture scientifique, qui essaie de développer quelques informations, quelques données, mais c'est vrai qu'on a un gros déficit. Le département du DEPS, du ministère de la Culture, regarde, mais beaucoup plus les pratiques culturelles et très peu la culture scientifique. Donc voilà, donc on a un vrai déficit de données à l'échelle nationale et d'ailleurs à l'échelle européenne. Nous, on a un souci, c'est qu'on ne peut pas suivre ce que deviennent parce que sur l'intérêt des adolescents, justement la science, quand on présente les apprentis chercheurs en classe, on n'a jamais un manque de candidats. On en a toujours trop. Et on ne les sélectionne pas sur les notes, on ne les sélectionne pas pour leur appétence sur les sciences. Et il y en a qui nous disent « je comprends rien, ça ne m'intéresse pas, mais je veux justement savoir ce que c'est ». Et parfois, les chercheurs vont choisir ces élèves-là parce que justement, ils veulent ceux qui sont curieux. Mais du coup, on n'a jamais... finalement un manque de jeunes qui veulent aller dans les laboratoires de recherche pour une raison ou pour une autre. Mais et ensuite sur les mesures, il y a un changement de numéro d'élèves finalement entre le collège, le lycée et l'université. Donc on peut pas les suivre après pour savoir ce qu'ils deviennent. Après, mesurer l'esprit critique, évaluer l'esprit critique, pour moi c'est quand même extrêmement compliqué. On peut savoir ce qu'ils deviennent. Nous, on a des apprentis chercheurs qui reviennent nous voir et qui nous disent moi j'ai fait les apprentis chercheurs en biologie et en fait ça m'a pas plu du tout la biologie, compter les cellules, j'ai trouvé ça hyper chiant et du coup maintenant je fais de la géographie et on en a qui ont dit du coup ça m'a décidé à ne jamais faire de recherche, mais ce qui est très bien parce qu'ils le font pas finalement, mais qu'est-ce qu'on mesure quand on dit on mesurait l'esprit critique?
pratique, je vois pas vraiment comment on peut faire. Alors moi, on n'a pas beaucoup de temps, puis on ne sait pas vraiment au cœur du sujet. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. En fait, la question, c'est la mise en cohérence de l'analyse individuelle et de l'analyse démographique, disons. En fait, clairement, moi, ce que je démontre dans mes travaux, c'est que finalement, le système scolaire dans son ensemble, et pas du tout les enseignants, le système scolaire dans son ensemble, le système français, est réglé pour produire 25% de bac S, 23% de bac S et 2% de bac S assimilés. Et donc, en fait, finalement, le système, c'est que les conseils de classe, les trajectoires, etc., régulent la production de 25% de succès en sciences et donc de 75% de non-sciences, au sens du secondaire, c'est-à-dire je ne parle pas des sciences humaines et sociales, je parle des sciences dites technosciences et sciences dures. Donc ça, c'est la réalité macro-démographique. La raffinerie scolaire, elle est réglée comme ça, elle a toujours été réglée comme ça, et elle est continue à être réglée à 25%. Et même la dernière réforme du bac continue à produire non plus des séries S, mais un système d'options qui va produire le même niveau, le système étant régulé là-dessus. Après, toutes les initiatives qui visent à favoriser un groupe d'élèves ou un élève permettent de le rendre bon en sciences et de le faire intéresser par les sciences. Mais globalement, le système a un invariant qui est ce 25%-là. Donc ça, c'est un premier truc. Après, pour répondre plus précisément à la question, on essaye, moi j'ai des doctorants, notamment là j'ai une étude qui va se terminer sur le Cameroun où on essaye de faire une étude un peu quantile sur ce genre de truc, mais elle n'est pas finie. Puis en fait on va surtout voir ceux qui reprennent leurs études, etc. Non, il y a 2 études intéressantes, malheureusement elles ne sont pas focalisées sciences. Le bouquin qu'il faut lire absolument ce week-end, c'est La revanche scolaire de Ginette Francin-Chartier et René Barbier. Donc là, il s'intéresse à 20 personnes qui ont redoublé 2 fois et qui ont eu au moins un master en formation continue, après. Et donc, c'est très intéressant. Et finalement, ça démontre que, je crois qu'il y en a, je ne sais plus si c'est 40 entretiens, je crois. Donc, c'est des histoires de vie. La méthode, c'est du Cali, histoire de vie. Donc, on ne mesure pas de la réflexivité, on parle avec les gens. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il montre qu'il y a 2 catégories. Il y a les fils de riches qui ont saboté leurs études et puis qui finalement réussissent quand même. Et puis, il y a les fils de pauvres, excusez-moi, les classes humbles, qui ont réussi à s'en sortir par une formation à l'âge adulte, etc., qui les ont rattrapés, quoi. Et le deuxième bouquin qu'il faut aussi absolument lire, c'est presque la même chose. Ça s'appelle Jeunesse française, Bac+5 Made in banlieue. C'est le bouquin de Fabien Truong, prof de SES dans le 93, qui est maintenant enseignant associé à, je ne sais plus où, à Paris 8, je crois. Donc lui, il a suivi ses cohortes d'élèves. Donc il était prof de SES et il suit ses cohortes d'élèves. Et là, c'est pareil. Alors lui, il fait 3 catégories. La voie royale, ceux qui s'en sortent. Ceux qui sont intermédiaires et ceux qui se plantent, quoi. Et c'est vraiment intéressant de voir, on voit bien que c'est excessivement multifactoriel, que finalement ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, c'est des basculements. Lui, il parle du cheval à bascule entre l'ancien monde et le nouveau monde, et les gamins qui reviennent dans la cité et qui rebasculent, enfin bon, c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas des études qui sont dédiées à la question purement scientifique. Mais pour vous répondre, donc quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, je me suis vraiment intéressé. J'ai essayé de regarder dans les données qu'on avait vraiment sur les adultes, donc notamment les données culturelles d'Olivier Donat, la grande étude pratique culturelle, et puis les bouquins de Bernard Lahire, sociologue. Donc Bernard Lahire, avec un certain nombre de doctorants, il a publié La culture des individus, qui est pareil, 120 entretiens région Rhône-Alpes sur des adultes. Et en fait, ce qu'on voit en regardant ces trucs-là, c'est que là-dedans, la culture scientifique est absolument inexistante. Dans le Lahire, c'est génial, tout le monde joue à la pétanque, alors c'est peut-être parce que c'est Rhône-Alpes, ou la boule lyonnaise, mais il y a un mec qui lit Science et Vie Micro, je ne sais pas comment ça se fait, mais il n'y a même pas un qui lit Ciel et Espace, donc c'est quand même très bizarre. Et en fait,
Et en fait, c'est l'anti-phénomène de la sorcière, fais gaffe à ton derrière, c'est l'anti-phénomène de ce matin, c'est-à-dire que visiblement, les enquêteurs de l'AIR, pour eux, ils s'intéressent à la culture, ce qu'ils veulent montrer. Donc pour vous situer, l'AIR se situe un peu comme un anti-Bourdieu. Il dit aujourd'hui la culture se mélange, c'est plus vrai qu'il y a une culture distinguée, une culture populaire, faut arrêter de raisonner comme ça. Il y a des mariages croisés, il y a des gens qui aiment le rap et l'opéra, donc faut arrêter. Et donc toute l'étude est une étude, même si elle est censée être compréhensive, non directive, etc. Finalement, ce qu'ils recherchent, c'est des pratiques culturelles au sens de où est-ce qu'on sort en boîte, quoi. Et donc lire Science et Vie, c'est pas du tout dans le logiciel de l'enquêteur, quoi, en quelque sorte. Et donc c'est en regardant tout ça, effectivement, les seuls bouquins que j'ai trouvés intéressants, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure sur cette question-là, c'est Venturini, l'envie d'apprendre les sciences, et puis les enquêtes québécoises à propos de l'idée de science, quoi. Il y a très très peu d'études, effectivement en France, il y a très très peu d'études sur les rapports au savoir scientifique des adultes non scientifiques. Une fois que vous êtes catégorisé non bac S, quand je parle de science, je parle sciences dures au sens scolaire du terme. Une fois que les 75% d'entre nous sont catégorisés non scientifiques, on considère qu'ils sont du public qui est plus intéressé par les sciences et on ne fait pas une enquête sur leur rapport aux sciences. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et dans le Olivier Donat pratique culturelle, il y a des données très intéressantes, mais c'est sur la fréquentation des lieux de sciences. Et c'est pas sur les pratiques. Il y a plein d'études sur est-ce que tu joues du violon, est-ce que tu joues de la clarinette, de la tartiflette, est-ce que tu fais du truc, mais il n'y a aucune enquête sur savoir si tu fais des pratiques scientifiques, quoi. Je peux juste, pardon, Sonia Zilla, ministre de la Culture, juste rebondir sur passe le micro. Le Donat, donc l'étude enquête culturelle des Français. Donc la dernière étude date de 2008, et là, je confirme que la prochaine enquête, donc il y aura un espace-temps de 10 ans, enquête donc sur les pratiques culturelles des Français, est annoncée, et je le relais publiquement, pour le mois de décembre 2019. Donc cette enquête, le DEPS nous a indiqué, je n'ai pas contribué, mais a indiqué qu'ils iraient plus loin sur le secteur de la culture scientifique, technique et industrielle, et surtout, au-delà de... T'as dit quoi aller en boîte? Non, Non, ça, c'est pour l'AIR. bon, c'était pour l'AIR, d'accord. Et surtout, là, l'enquête va être très intéressante parce qu'entre 2008 et 2019, enfin 2018, il y a toute la révolution numérique qui arrive. Donc là, on aura les 10 ans extrêmement importants à observer sur les pratiques culturelles, l'ensemble des pratiques culturelles, intégrant les pratiques numériques ou pas, et aussi la promesse d'avoir plus d'informations sur les pratiques scientifiques au-delà de la fréquentation du lieu, donc annoncé en décembre 2019. Et je pense à un élément qui vraiment est très significatif dans l'étude Olivier Donat. Je personnalise, mais c'est toute une équipe. C'est la question des 40 personnalités. C'est-à-dire, donc c'est une enquête culturelle sur les pratiques et les connaissances culturelles, et donc on vous donne 40 personnalités. Donc vous avez tout, la chanson, la danse, la musique, etc. Et si je me souviens bien, dans la liste, il y a... Alors, je ne sais pas s'il y a Hubert Reeves ou pas, mais en tout cas, il y a 1 ou 0 scientifique dans toute la liste de 40, quoi. Donc, voilà, parce que effectivement, étudier les pratiques culturelles à l'époque, en 2008, c'est pas étudier les pratiques de culture scientifique, quoi. Sauf la visite des musées, des muséums, etc., quoi. Oui, c'est une remarque et une question, en fait, qui s'adresse plutôt au directeur de la CCSTI. Donc j'ai suivi... AMCSTI, pardon. Non, oui, j'ai tout le temps CCSTI en tête. Voilà, c'est l'AMSTI. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Même si vous regroupez les CCSTI. Voilà, ma question, en fait, ma remarque, c'est surtout une surprise, en fait, en suivant votre intervention. Donc, j'ai bien compris votre projet louable de former à l'esprit scientifique, bien sûr, et à l'esprit critique, mais c'est les outils que vous proposez
pour répondre à cette mission qui me surprennent, puisque vous empruntez énormément de concepts à la zététique. D'ailleurs, vous proposez des cours de zététique. Alors, je ne sais pas si le mot zététique... voilà, tout à fait. C'est un ensemble, on va dire, d'associations ou un mouvement social, on pourrait dire. Alors moi, je le qualifie de militantisme scientiste et rationaliste, mais le plus souvent, donc les zététiciens, ceux qui se revendiquent de ce mouvement, sont des réseaux très actifs sur YouTube ou sur Facebook, par exemple, les réseaux sociaux numériques, qu'ils accusent par ailleurs, et qui, on va dire, naturalisent complètement la compréhension que l'on a des sciences. Donc on revient à une épistémologie très positiviste, très kantienne ou saint-simonienne d'il y a 2 siècles. Et finalement, la zététique dans la bouche des zététiciens, de la majorité des zététiciens, c'est un mouvement que j'observe depuis une dizaine d'années déjà. J'ai fait ma thèse à Grenoble, donc il y a beaucoup de zététiciens là-bas. Et donc c'est un mouvement en fait qui naturalise complètement la position. Ouais, ok. Donc, la zététique, c'est un mouvement qui a été fondé par Henri Brock, et j'ai cherché son nom, voilà, qui lui se propose en gros d'éviter que des croyances non scientifiques se propagent en quelque sorte. C'est ça le projet initial, c'est d'aider les gens à raisonner logiquement et rationnellement par rapport à l'homéopathie, par rapport à des traitements, des points de vue, des platistes, etc. Et donc en particulier, si vous vous promenez sur YouTube, qui est une source de référence incontestable, pour les zététiciens, vous verrez des tas de vidéos d'1 heure où on analyse, par exemple, les croyances sur l'homéopathie ou sur d'autres choses, fait par... Ils sont combien? Ils sont 20. Il faut pas non plus... Les zététiciens? Oui. Ah non, ils sont beaucoup plus. Ah non, il y a des centaines et des centaines de zététiciens, on peut pas les compter. Bon, alors ils sont nombreux, mais il y en a que 20 qui sont en vidéo. Pour vous donner, ils sont une petite idée, énormément nombreux, ils sont une centaine. Il y a au moins une cinquantaine de pages forums différentes sur Facebook, voilà, dont un groupe zététique et jeux vidéo, zététique et musique métal, etc. C'est devenu aussi une sorte de salon de rencontre entre personnes rationnelles. Comme moi, je m'inscris à toutes les pages zététiques. On m'a proposé, l'algorithme Facebook m'a proposé aussi de m'inscrire à la page personnes à haut potentiel. C'est les personnes qui ont un QI très 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 élevé, etc., etc. Non, mais pour revenir à la zététique, Henri Brock a développé tout un outillage conceptuel de la zététique dans les années 80 et 90. Il l'a enseigné d'ailleurs en tronc commun à l'université de Nice. Mais cet appareillage est très 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 limité. Comment expliquer des phénomènes sociaux ou psychologiques ou de communication au travers d'un positionnement matérialiste au sens le plus physicien du terme, puisque Henri Brock est physicien. Il me semble que cet outillage est profondément inadapté, voire doctrinaire. Voilà, c'est la remarque. Alors, si on admet que l'outillage conceptuel de la zététique est doctrinaire, peut-on promouvoir et défendre l'esprit critique, l'esprit scientifique, avec des outils qui ne sont pas scientifiques? Les zététiciens, la majorité d'entre eux, ne sont pas des chercheurs. Il n'y a pas de CNU, c'est pas une discipline scientifique. Ça ne veut pas dire... Alors, du coup, déjà, l'AMSTI, je reprécise, ce n'est pas que les CCSTI, c'est l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, la diversité des familles. Donc voilà. Après, alors je ne sais pas, dans votre question, j'ai peut-être mal présenté. Vraiment, nos actions sont vraiment dédiées aux professionnels. Hein, on ne s'adresse pas au public. C'est vraiment aux professionnels, donc aux acteurs de la culture scientifique. Et après, pour venir au cœur de l'interrogation, du questionnement, nous, on les a pris comme ces acteurs-là de la zététique, on les a pris comme étant des acteurs qui, justement, sont dans cette proposition d'accompagner le discernement entre le croire et le savoir. Au même titre qu'on a d'autres intervenants, ils sont pas uniquement dans ils interviennent pas sur comme étant le conseil scientifique exclusif de l'atelier médiation et critique. Ils sont là parmi tant d'autres.
Au même titre que d'autres chercheurs sur la vaccination, sur voilà. Donc là, on relaie en fait leur source des vidéos en particulier, mais d'autres éléments. On les rencontre, on les a rencontrés, là plus maintenant, mais voilà, au même titre que d'autres. En fait, ils sont pas exclusifs, c'est pas la main de la zététique qui est derrière l'atelier médiation et critique. Voilà. Leur position, c'est quand même du point de vue des sciences. Mais au même titre que ça a été cité, Gerald Bronner, qui a été cité ici, peut être critiquable aussi dans ses prises de position, mais néanmoins, ça a été cité, son ouvrage est vraiment intéressant. Donc du coup, on ne peut pas non plus exclure des personnes comme ça, mais Gerald Bronner est quand même très proche de cette notion de scientisme et de la zététique. Oui, alors moi je ne suis pas zététicien, je suis paléontologue et puis aussi médiateur scientifique. Je ne sais pas s'il y a des zététiciens dans la salle. Bon, je vais essayer d'être un tout petit peu leur avocat. Je pense que vous avez été un peu dur avec eux en disant qu'il n'y avait pas de scientifiques. Je suis désolé, il y a des scientifiques qui sont zététiciens. Vous connaissez La Tronchambier, qui est une chaîne YouTube. Je crois que le principal leader de la chaîne a un doctorat en biologie. Et s'il doit parler de biologie, je pense qu'il peut parler de biologie et de zététique. Je pense que quand même vous êtes un peu obtus par rapport à ça. Ils vous ont fait quelque chose ou pas? Mais expliquer des phénomènes sociaux, des phénomènes culturels, oui, tout à fait. Il me semble que expliquer des phénomènes culturels ou sociologiques ou communicationnels, etc., dont on discute depuis ce matin, par le biais justement des théories de l'évolution ou de la biologie, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme positiviste, hein, ça a été étudié, mais c'est employer des lunettes tout à fait, un regard, des outils conceptuels tout à fait inadaptés par rapport à ce que l'on entend étudier. Si je veux étudier... D'accord. Mais enfin, au départ, les zététiciens, par exemple, vous saviez, il y avait ces cuillères qu'on pouvait tordre, il y avait les cuillères volantes, les choses comme ça, et c'était vraiment des intox, et donc il fallait quand même que quelqu'un les combatte, et je trouve que même, moi je les ai trouvés même courageux des fois, parce que d'autres ne se lançaient pas dans ce type de polémique. Je peux tenter une médiation? Je pense que ce que dit Cyril, c'est qu'il n'y a pas de spécialiste des sciences humaines et sociales. Voilà. C'est quand tu disais scientifique, tu dis scientifique par rapport au fait qu'il se positionne. Bon. Après, ça serait ambigu si on disait est-ce qu'ils sont compétents en épistémologie. Ça, c'est compliqué parce qu'ils le sont peut-être un peu. Bon. Pour moi, effectivement, c'est tout à fait ce que vous rappelez. C'est-à-dire que si le point de départ, c'est effectivement de démontrer que Uri Geller, qui tord des cuillères uniquement par la concentration, est un imposteur, effectivement, l'approche zététique est une démonstration qu'on peut tout à fait comprendre, etc. Après, ce que je pense que tu dis, et moi je l'ai aussi observé par exemple sur l'homéopathie, ou la fibromyalgie, ou un certain nombre de sujets, la fasciathérapie, ils sont beaucoup attaqués à Danny Bois, qui est un thérapeute au Portugal, qui travaille sur ce qui s'appelle la fasciathérapie pour les douleurs, etc. Bon. Donc, ils étudient par exemple, des médecines alternatives et complémentaires, ou ce qu'on appelle les MAC ou les TAC, les thérapies alternatives et complémentaires, l'hypnose, etc. Et là, quand ils font l'approche de ces questions-là, ils restent sur des postures de sciences dures, disons, dans lesquelles ils font l'approche très simple de l'homéopathie. L'homéopathie, ça marche pas parce que c'est complètement dilué, donc c'est une connerie, et puis voilà, c'est pas la peine d'en parler plus. Alors qu'effectivement, on sait bien, d'un point de vue anthropologique, d'anthropo, d'ethno, ou même de n'importe quel SHS, la question de l'homéopathie, c'est pas seulement la question de l'effet placebo, c'est aussi la question de l'investissement que les personnes font dans un traitement, le problème que les praticiens ont de pouvoir faire des prescriptions qui soient qui répondent aux angoisses des gens sans être finalement chargés de produits actifs, etc. Il y a toute une série de questions secondaires. Et effectivement, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la zététique, les vidéos, je n'attaque pas du tout les personnes, les vidéos de zététique ne fournissent pas de cadre de référence
ethno ou anthropo qui pourraient permettre de mieux comprendre les phénomènes qu'ils étudient. Voilà. Donc après, ça fait que certains pensent que c'est même pas la peine de les regarder, que d'autres pensent qu'au contraire, c'est très intéressant de les regarder. Voilà. Je rejette pas en masse. Oui, mais j'étais d'accord pour la moitié des choses que vous avez dites, mais comme il y avait personne pour se défendre, j'étais là pour les aider. Voilà. Et puis comme j'ai le micro, comme j'ai peur qu'on me le reprenne, donc moi j'ai une formation plutôt de scientifique, et en fait si j'ai appris le doute, c'est pas avec des profs de sciences, mais c'est avec des profs de français, et c'est avec la Dante Fontenelle. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'y a pas que les profs de sciences, l'école, voilà, les profs de sciences qui peuvent apprendre le doute, parce qu'en fait, c'est ça, pour lutter contre les infox, c'est de développer son esprit critique. Je pense que n'importe quel prof peut le faire, et bon, ça a marché avec moi en tout cas. Juste là-dessus, sur les profs, c'est vrai que les projets nous jouent à débattre, on les a développés aussi parce que ça permet à des profs de SVT, de français, documentalistes de travailler ensemble et du coup de regarder les différents aspects. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les sciences qui peuvent enseigner le doute. Mais oui, je suis d'accord. Moi, je voudrais juste apporter quelques points d'attention, si vous le voulez bien, en particulier sur la notion d'esprit critique qu'on a tendance à naturaliser. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui n'ont pas étudié justement ce qu'on appelle les complotistes ou les alterscientistes, c'est qu'au contraire, eux valorisent l'esprit critique. S'ils fabriquent une nouvelle science, s'ils élaborent des théories alternatives, c'est parce qu'ils sont les vrais scientifiques, parce qu'ils sont les vrais critiques. Donc sortir systématiquement, il faut valoriser l'esprit critique, c'est contre-productif, parce que c'est aussi une manière de légitimer ces gens qui soutiennent ce type de théorie. Ça, c'est un premier point sur lequel je suggère vraiment un point d'intention. Il ne faut pas le naturaliser. Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? Et moi, ça m'amène aussi à une transition. L'une des intervenantes parlait d'une initiation aux médias où il s'agissait de fabriquer des films, si j'ai bien compris, concernant la désinfox, donc des films de désinfox. Moi, je proposerais aussi l'exercice inverse. C'est à cause de mon métier. Je suis monteur-réalisateur de documentaires. Faites aussi l'inverse. Proposez de fabriquer des infox. Vous allez vous apercevoir que ce sont les mêmes techniques, ce sont les mêmes codes. Et qu'avoir ce type de discours, il faut éduquer aux médias, c'est là aussi, je dirais pas contre-productif, mais c'est dangereux. Parce que ça oblige à se fixer sur des codes, sur des sources. J'ai donné un exemple avec un film qui illustre bien le propos et qui fait le lien avec l'Association française d'astronomie, puisque c'est un film qui touche à l'astronomie. C'est un film qui s'appelle Opération Lune, de William Carell, que je vous conseille de regarder. Et ensuite, vous allez regarder un autre film de William Carell qui s'appelle Le Monde selon Bush. Faites les deux. Vous allez vous apercevoir que les techniques communicationnelles, les techniques audiovisuelles sont rigoureusement les mêmes. D'un côté, vous pouvez croire que c'est une infox, de l'autre côté, que c'est une info. Le Monde selon Bush serait un documentaire. Sauf qu'une expérience qui a été menée par William Carell et par comment il s'appelle, Kuntz, donc qui est un astrophysicien à l'Institut astrophysique de Paris, ils ont projeté le film à l'intérieur de l'Institut astrophysique de Paris. Il se trouve que les spectateurs et spectatrices qui étaient là ont vu le film de Carell comme étant un vrai documentaire. Ils ont ressenti un malaise, mais c'était un... Il faut que tu dises ce qu'est Opération Lune. Ah oui, Opération Lune, donc c'est un fake, au sens un pastiche, où William Carell a utilisé cette idée assez connue, comme quoi les Américains ne se seraient pas posés sur la Lune. Et le pitch du film, c'est en effet, c'est Stanley Kubrick qui a tourné un film en studio, donc tout ce qu'on a l'occasion de voir, c'est un espèce de gigantesque complot. Et voilà, enfin, les techniques qui sont utilisées sont celles du documentaire. William Carell est documentariste. Regardez Le Monde selon Bush, regardez Opération Lune, vous allez vous apercevoir que c'est les mêmes techniques. Alors dire justement, rechercher les sources, là aussi ça peut être un échappatoire, parce que la personne qui énonce peut tenir une posture qui est différente de celle qu'elle annonce. Ça, c'est super important. Mais ça, comment vous pouvez le savoir? C'est la personne qui l'annonce. C'est ce que François Jost appelait la promesse communicationnelle. Ça, on ne peut pas le savoir.
Donc uniquement se référer sur les codes, sur les astuces, sur... La preuve, le pénitencier sur la Lune, voilà. On aurait dû excommunier Alain. Donc il y avait ça, et puis il y avait la question du croire et du savoir. Alors là, c'est peut-être mon côté un peu philosophe qui reprend le dessus. Et je vais reprendre une phrase de Jean Rostand, qui est un scientifique, qui est un biologiste et qui s'est retourné ensuite vers la philosophie pour étudier sa propre discipline. Et il disait, on ne peut jamais que croire, et toute la différence est là, entre les téméraires qui croient qu'ils savent et les sages qui savent qu'ils croient. Tout ça pour dire qu'on ne peut jamais que croire. Et avoir la distinction entre croyance et savoir me semble pas forcément pertinente, parce que ce qui étaient les savoirs anciens sont les croyances d'aujourd'hui. Et le discours que tiennent justement certains complotistes, certains tenants des altersciences, c'est qu'ils disent ce que vous appelez des savoirs, non, ce sont des croyances. Comment vous pouvez contrer ça? Effectivement, épistémologiquement, ils ont raison, l'histoire des sciences a évolué et certaines connaissances ont été invalidées et on les a placées sous le registre de la croyance. Et puis, là, c'est par rapport à Mazzeo, j'ai adoré votre partition que vous aviez fait entre politique et culture. Je voudrais rappeler un propos de Jean-Marc Lévy-Leblond que vous avez lu, c'est toute culture et politique. Donc il faut aussi faire attention. La dimension culturelle est teintée forcément de rapports de force. J'ai bien compris que c'était une caricature volontaire, donc, mais faut surtout être vigilant sur ce point-là. Et puis, donc, justement, par rapport à ce que disait Mazzeo, ce qui est intéressant, c'est la question du devenir public. C'est lorsqu'on est face à un dispositif de médiation, le médiateur, la médiatrice, elle croit qu'elle propose quelque chose. En réalité, elle façonne son public à travers l'activité qu'elle propose. Et donc, moi, ce que je suggérais, c'est aussi de travailler sur cette question de devenir public. Comment on invite les gens à participer à une opération de culture scientifique et technique. C'est peut-être quelque chose à laquelle on ne réfléchit pas en tant que médiatrice, médiateur. Mais comment on fabrique notre public, comment on le façonne à travers la façon dont on communique une activité qu'on propose. Voilà, donc c'était des idées. Juste un mot sur cette histoire du public. Je ne sais pas si les dates sont là, etc. Mais les prochains parcours de l'école de la médiation sera sur le public et il y aura un point de départ justement sur cette idée. Jean-Louis Martinon le disait très clairement, le public n'existe pas avant qu'il y a le spectacle. C'est le spectacle qui crée le public. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas l'appeler public. Et toujours par rapport à ce que vous disiez, j'avais relevé justement par rapport au public, il faut faire attention à la tentation. Alors ça, c'est un vieux débat, justement, que Jean-Marc Lévy-Leblond avait mis en exergue. C'est la tentation de la science utilitaire contre la science encyclopédique. On part du principe que les médiations scientifiques seraient encyclopédiques. Elles parlent de tout, elles sont générales, elles sont décontextualisées de la vie des gens. Mais il y a un danger qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'on fait des savoirs qui sont trop utilitaires, c'est justement, on a tendance à cloisonner les gens dans ce qu'ils sont capables de savoir et on se produit une image de la personne et ce qu'elle est capable de savoir. Donc les sciences utilitaires, ça va servir à telle personne, etc. C'est bien, mais je rappelle que le mot éduquer, ça vient de ex ducere, sortir de son milieu, sortir de ses habitudes de pensée. Et c'est bien d'avoir aussi à l'idée cette possibilité d'avoir une connaissance encyclopédique. Et là, je peux en parler par rapport à mon expérience de médiateur scientifique en astronomie. Moi, ce qui m'intéresse plus, je m'intéresse plus à montrer les étoiles, à parler de ce qui compose les étoiles, les planètes, les atmosphères, etc. Je me suis aperçu que les adultes, dont on parlait, qui seraient réfractaires à la science, ils sont en appétence d'autres formes de connaissances. Et moi, le choix que j'avais fait, c'était de parler uniquement d'épistémologie. Alors on me dit épistémologie en médiation scientifique, sauf que certains et certaines personnes dans la salle qui pourront témoigner, j'ai un nombre impressionnant de personnes qui sont autour et qui sont en attente de ce genre de questionnement, mais c'est simplement parce qu'on ne leur a pas proposé. Je rebondis très brièvement, vous m'entendez? Très brièvement là-dessus, parce que ce matin, je ne sais plus si c'est vous qui disiez ça, vous parliez de bienveillance, vous disiez, je ne sais pas si c'est un terme à la mode, vous en avez reparlé
tout à l'heure. Et je trouve qu'on a beau effectivement remettre ce mot en avant, en fait, on n'est pas si bienveillant que ça. Dire que il n'y aurait pas d'intérêt pour la science parce qu'on ne vient pas dans un centre de culture scientifique, parce qu'on n'est pas issu d'une filière S. Effectivement, il y a d'autres formes d'activités scientifiques qui sont pas codées par l'éducation nationale, à qui on demande beaucoup, entre parenthèses. Et voilà, donc c'était juste pour dire que c'est bien gentil de parler de la bienveillance, mais je trouve que nous aussi on a ce biais-là, et je le vois, enfin, moi je travaille à la Cité des sciences et de l'industrie, et je vois bien la façon dont on appréhende nos publics et la façon dont on peut faire parfois une cartographie. Donc je trouve que quelquefois vous êtes un petit peu dur sur nos publics, et je trouvais ça intéressant quand tu as dit apprendre à écouter nos publics. Et je trouve qu'on les écoute pas trop et que l'activité scientifique, elle se mesure pas. Donc c'est pour ça que j'attends avec impatience l'enquête, parce que l'activité scientifique, elle se mesure pas au fait de connaître des sciences fondamentales, de fréquenter les musées de culture scientifique et en écoutant le public, enfin là, pour le coup, je m'adresse aux astronomes, mais l'observation juste du ciel, des constellations, et tu le sais très bien, est aussi une activité scientifique, mais il y en a d'autres. Il y a juste observer les insectes, enfin bon, voilà. Donc je trouve que la bienveillance, elle y est pas toujours. Je suis assez d'accord sur ton discours. Cependant, je crois qu'il faut effectivement aussi regarder peut-être l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble du territoire, il y a une grande partie de la population qui n'a absolument pas accès à la culture scientifique. Et ça, ça questionne. Ça questionne. Alors à Paris aussi, en Ile-de-France. Hein, non mais je fais pas du parisianisme et tous les savoirs ne se valent pas. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je trouve que non mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Tu le sais, mais c'est vrai que si on regarde sur l'ensemble, je veux dire, on n'y a rien qu'au niveau de l'APLF. Alors je ne sais pas ce que l'AMSTI peut recenser comme public, mais l'APLF représente un peu plus de 2 millions de spectateurs, de visiteurs par an dans les planétariums. Ben, que représente 2 millions sur la population française? 1%. Voilà. Est-ce que le battement de l'aile d'une petite mouche va perturber, je dirais, les dictionnaires qui sont rangés sur l'étagère, quoi? Et donc c'est vraiment un travail à longue haleine, effectivement. Je pense que ce que tu dis on doit aussi essayer d'arriver à évaluer toute cette culture scientifique qui nous échappe, parce qu'elle se fait quand même. Mais on peut quand même constater qu'aujourd'hui, l'esprit critique, alors c'est vrai que l'esprit critique, moi je l'appelle aussi l'éducation à la citoyenneté. Parce que quelque part c'est ça, être un bon citoyen, c'est aussi être en capacité de regarder un événement, de se poser la question, de l'analyser et puis d'essayer de trouver une solution ou une interprétation. Et ce serait même intéressant de l'avoir au niveau politique, quoi, peut-être des fois. Donc c'est pour ça que l'esprit critique, moi je l'appelle assez quand même l'esprit citoyen, quoi, parce que on ramène sur quand même l'évolution, l'évolution d'une personne qui va être capable en autonomie d'aller se faire sa propre opinion sur le fait que la Terre soit plate ou soit ronde. C'est sa liberté. Ça ne me gêne absolument pas, moi, que quelqu'un pense que la Terre est plate, bah, c'est son problème. Où ça va me gêner, c'est quand il va commencer à brandir des pancartes et puis aller dire « Venez, je vais vous convaincre que la Terre est ronde ». D'accord, voilà. Donc je pense qu'il y a... Mais la Terre est plate. Sans trop vouloir rebondir, mais c'est voilà, le savoir scientifique qui se construit aussi avec d'autres disciplines. Monsieur en a parlé. On n'est pas obligé de construire son savoir scientifique et son esprit critique uniquement avec les sciences. Et je ne sais pas si c'est très important de connaître le fait que l'énergie elle soit mesurée en joules pour développer son esprit critique. Il y a plein d'autres d'autres méthodes pour le faire. Et je rends le micro parce que sinon je ne vais pas pouvoir me il faut le passer derrière. Mais juste, moi je voulais réagir là-dessus. Juste une seconde. La vraie difficulté, là aussi pour avoir travaillé là-dessus, c'est que ce qu'on appelle scientifique, c'est un construit social complet. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai travaillé sur la catégorisation scientifique scolaire, c'est-à-dire qu'effectivement, le système scolaire produit une catégorisation avec un outil qu'est le bac scientifique, ça c'est très clair, et qu'après, on n'a plus aucun terme, c'est ce que je disais déjà à propos de l'AIR, on n'a plus aucun terme, et pour les enquêtes culture, etc., on n'a plus aucun terme pour désigner ce
qu'on pourrait appeler pratique scientifique qui serait pas ce qui est considéré comme scientifique. Alors, soit dans le secondaire, c'est-à-dire les sciences dures, soit à l'université, c'est-à-dire sciences dures et SHS. Moi, dans mes travaux, j'introduis un truc que j'appelle l'obstacle scolastique, c'est-à-dire qui dit que finalement, on est capable de faire des études, d'enquêter, etc., que sur les sciences au sens scolastique du terme, au sens scolaire, mais que dans la réalité, effectivement, il y a énormément de pratiques que l'on pourrait qualifier de scientifique en changeant le référentiel. Et donc il y a une étude célèbre dont j'ai absolument oublié et l'auteur et l'année, et simplement je crois que c'est Nice Matin. Donc dans ma tête c'est aux alentours des années 2000, ça doit être Pierre Fayard, un étudiant de Poitiers je pense. Pierre Fayard est un prof à Poitiers. Une étude sur est-ce qu'on parle de sciences dans Nice Matin. Et la réalité c'est qu'on parle énormément à l'époque de sciences dans Nice Matin, jamais dans la rubrique scientifique. On en parle partout. On en parle sur la météo, on en parle sur les cosmétiques, on en parle dans la vie quotidienne, dans les faits divers, dans la médecine légale. Donc, si on prend le prisme d'analyse de discours, qu'est-ce qui parle de science? Il y en a énormément dans la PQR. Simplement, on la repère pas parce que d'habitude, on va compter la rubrique science, quoi. Moi, c'est exactement ce que je voulais dire, mais peut-être avec... voilà. Mon commentaire va être plus simple. Il y a beaucoup de gens qui font des sciences sans le savoir. Bon, il y a 2 millions, vous avez dit 1 million de personnes qui... Voilà. Vallon-Pont d'Arc, Grotte Chauvet, il y a 1 million de personnes qui vont là-bas. Il y a Lascaux, il y a plein de grottes. Les gens qui vont au parc du Marcanterre pour voir les oiseaux et on leur explique que les oiseaux, c'est des dinosaures et ainsi de suite. En fait, c'est une culture qui est pas revendiquée en tant que scientifique, mais bon, c'est des sciences. Et moi, je suis assez optimiste. Je pense que les Français sont relativement cultivés en sciences. Ouais, moi, je suis assez optimiste. C'est une discussion sémantique, c'est un construit. C'est la même chose. Moi, j'ai un doctorant, Adel Ben-Nejma, là, qui va terminer bientôt, qui travaille sur comment calculent les gens qui ne savent pas calculer. Et donc, c'est des entretiens approfondis. En gros, le mot calcul, pour ceux qui ont fait des études, le mot calcul est confisqué par les maths. Mais dans la vie réelle, tout le monde calcule. Lui, il calcule pas la fille qui sort là-bas. Lui, il calcule, etc. Voilà, et tout le monde calcule. Et calculer, ça veut dire anticiper dans le vocabulaire normal. Et simplement, dans le vocabulaire des profs de maths, le vocabulaire de ceux qui ont été bons en maths, au moins au collège, calculer, ça veut dire faire des opérations qui font mal à la tête. Mais effectivement, donc on peut pas s'en sortir. Ce genre de discussion est très compliqué parce qu'il n'y a pas de sémantique correcte pour être capable de parler des sciences autrement que des sciences telles qu'elles sont conçues à l'école ou à l'université. C'est un vrai problème, quoi. Et du coup, on n'arrive pas à mettre des protocoles d'observation. C'est le problème. Voilà. Si on refaisait le cahier des charges de l'étude de Donna pratique culturelle, comment on ferait pour évaluer les pratiques scientifiques dans la vie quotidienne? C'est extrêmement difficile. On n'arriverait déjà pas à se mettre d'accord sur le vocabulaire, quoi. C'est un vrai problème. Pour moi, évidemment, le premier... tu parlais de la grotte Chauvet ou tout ça. Pour moi, le premier exemple, c'est l'entraînement fractionné. Ou même les gens qui font un régime pour maigrir. Ils font réellement de la science, du calcul, du machin, du truc, etc. Le cyclotouriste qui change son dérailleur, il fait de la technoscience. Bon, juste très brièvement, je crois qu'il y a un élément que parfois on oublie et que je crois qu'on l'a jamais cité. On n'a jamais vu dans un monde plus scientifique qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu... parce que nous, on vit dans une communauté, comme on aime les sciences et on aimerait toujours en avoir plus. On a un peu... j'entends souvent ces discours où on vivrait dans un monde où les sciences sont méprisées, où les sciences sont mises dans un coin, etc. Il n'y a jamais eu plus de chercheurs. Il n'y a jamais eu plus de reconnaissance économique au travail du chercheur. C'est-à-dire que les ingénieurs gagnent aujourd'hui beaucoup plus que les autres et beaucoup plus qu'ils gagnaient avant. Hein? Pas forcément chez les chercheurs, les ingénieurs. Alors, bon, ça ouvre complètement un autre cause, mais j'aimerais que sur ces questions-là, on ne se fie pas à nos instincts et à nos envies, etc. Un chercheur, l'effet d'avoir fait des études supérieures a un impact énormément positif sur nos salaires. Donc, bon, voilà, c'est tout un autre discours, mais parlons données, parlons pas... voilà. Mais en tout cas,
on n'a jamais eu des systèmes, on n'a jamais été accompagné par des systèmes quantitatifs d'analyse du monde autour de nous. On n'a jamais eu des systèmes politiques qui se basent plus qu'aujourd'hui sur les sciences. Et ça peut faire hurler, ça peut sembler provocatoire. Mais regardons comment les gens utilisent les sondages pour faire leurs propositions politiques. Est-ce que c'est pas des sciences? Bon, peut-être nous, on peut ne pas les considérer parce que c'est peut-être un usage qu'on n'aime pas trop des sciences. Mais derrière, il y a des gens qui sont peut-être pas des gens qui élaborent une nouvelle perspective des théories scientifiques, mais c'est des gens qui ont fait des études scientifiques, qui accompagnent les politiques dans leurs choix, jamais plus qu'aujourd'hui. Après, on peut dire que c'est pas assez, mais c'est un débat sémantique, c'est-à-dire la science telle que tu en parles date du XVIIe siècle, donc le jamais, tu vois, enfin c'est un construit social. Ok, disons, la raison pour laquelle je voulais faire cette remarque, c'est qu'on a l'impression qu'on parle du point de vue de la minorité. Non, on parle du point de vue de la majorité dominante. C'est-à-dire que ceux qui sont dans les milieux scientifiques, qui ont fait les études scientifiques, qui sont dans les universités, qui ont fait des études scientifiques. Bon, la Merkel, c'est pas une boulangère. Non. Donc, il faudrait faire très attention de se mettre toujours, de se automettre dans cette posture de la minorité qui lutte contre une majorité. On est la majorité dominante. Non, ce sera la majorité en volume, pas en quantitatif. Pas la majorité des personnes. C'est où les pouvoirs? Ah oui, c'est pas chez la majorité. On est le pouvoir de la majorité dominante. Voilà, pour les chiffres, les questions de chiffres, parce que Didier évoquait ça, nous à l'AMSTI, sur les chiffres de 2017, sur 140 répondants, on a 15 millions de visiteurs. Et pour aller sur ce que disait Mathéo, en France, on est quand même le pays où il y a le plus de vidéastes de sciences. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, et avec des vues assez conséquentes pour certains, donc ça veut dire que cette appétence pour les sciences existe dans... vous allez au Québec, il n'y en a pas, quoi. Voilà. C'est juste pour dire que quand même, la question de cette transmission, de cet échange, se développe et qu'il y a une présence de la science dans les sphères de communication. Oui, c'était une petite question que vous m'avez suggérée en disant à un moment donné que vous avez un peu cessé avec Trace, je pense, le lien de formation avec les chercheurs à la communication pour vous intéresser plus, pour les intéresser au public, qui ils s'adressaient. Mais je voulais vous poser la question, comment aujourd'hui entretenez-vous un lien avec les chercheurs, les scientifiques, lorsque vous dites par exemple qu'ils ont tous les outils pour communiquer? Or, c'est pas seulement une question d'outils, vous le savez bien, c'est aussi une question de lien, d'apprentissage de la communication elle-même, de connaissance des intermédiaires, que ce soit les médias, que ce soit les associations spécialisées dans le domaine, enfin tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des médiateurs qui utilisent, avec lesquels les scientifiques travaillent. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui pour vous est éliminé je dirais c'est pas la formation, c'est le travail avec les scientifiques pour penser la communication, en sachant que nous vivons dans un monde où dans les grands médias on invite toujours les mêmes. Hein, ce sont des gens entre guillemets connus qui généralement eux-mêmes représentent l'ensemble d'une discipline. Vous le savez bien, on aurait pu faire une collection de nains de jardin avec tous les spécialistes il y a encore quelques années pour l'astrophysique, pour l'homme, pour les volcans, quelqu'un plutôt avec une barbe, avec un certain âge, qui s'assied auprès d'un coin de cheminée, qui raconte une bonne histoire. Bon, est-ce que c'est pas un problème quand même ? Si je mets en opposition les deux, c'est parce que c'est plus vendeur, plus facile. Bien évidemment. Et aussi parce que c'est un peu personnel dans notre petit groupe, de moi en particulier. J'ai passé beaucoup de temps à faire des formations aux chercheurs en leur expliquant comment parler au public, qu'est-ce que ça veut dire, bien analyser son sujet pour extraire les messages clés, comment s'intéresser à ces messages clés. Toutes les techniques qu'on utilise, même les media training que je déteste parce que je suis journaliste. J'étais journaliste aussi dans le métier et je détestais les chercheurs scientifiques, les chercheurs formés au media training parce que c'était, déjà, vous faites de ma gueule, vous êtes des vendeurs, ils deviennent eux des vendeurs. Voilà. Donc tout ça, c'est très bien. Il faut que ça existe, il faut que ça continue à exister. Nous, on cherche de travailler sur les zones où on n'a pas encore développé une grammaire suffisante, une culture suffisante et
on a la sensation que pour un chercheur, communiquer, ça veut dire je reste dans mon sujet, j'ai fait une opération de simplification, une opération sur mon jargon, etc., pour être le plus convaincante possible. La tête baisse. Et alors, on a pensé, et bon, c'est depuis 2 ans qu'on fait ces cours avec les CRI, c'est les cours de communication des sciences pour les masters de CRI, où on essaie à leur dire, bon, allez chercher autour de vous, chez les gens, dans les organisations militantes, dans les produits culturels, dans la culture populaire, etc., allez voir si vous voyez des traces de ce que vous faites dans vos labos, et essayez d'apprendre à les lire, à vous en approprier, à les utiliser pour avoir une vision réflexive de votre propre science. Et cet travail, déjà, ça a été pour moi assez difficile d'arriver à faire comprendre qu'est-ce que ça voulait dire aller au cinéma et chercher votre science là-dedans. Pour un jeune chercheur, c'est pas évident. Et le fait que ça soit pas évident, ça me fait penser que c'est intéressant. Et donc, c'est sur ça qu'elle travaille. Cela dit, l'effet d'apprendre un chercheur à être être bon quand il est devant une caméra, etc., c'est aussi très, très, très utile. Après, les risques, c'est qu'on essaye la formation à la communication et médiation scientifique, c'est essayer de devenir un de ceux 4 qui vont à la télé. Et donc, alors non. Moi, ça va un peu dans le sens des 2 dernières interventions. Je pense qu'il y a eu incontestablement des gros progrès dans la médiation scientifique, dans la recherche de l'ouvrir depuis une 30aine d'années. Ça me semble clair. Mais c'est bien évidemment encore insuffisant. La science est très loin d'être sortie de sa tour d'ivoire. Pour les citoyens, c'est encore énormément de boîtes noires. Et on ne pourra jamais éviter complètement ça, bien entendu. Mais je pense qu'il faut l'ouvrir au maximum. L'ouvrir au maximum, ça veut dire effectivement que les scientifiques, dans leur éducation en tant que scientifiques, dans les labos, etc., on les pousse réellement à mettre en question ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent, devant les citoyens. Je pense que c'est une condition pour sortir des... Enfin, c'est pas les sciences non plus qui vont lutter contre les théories des complots. Mais en tout cas, si la science continue à apparaître comme ça, comme isolée, avec des experts et dans sa boîte noire aux yeux des citoyens, il n'y aura pas réellement, surtout quand on voit notre système éducatif, de différence avec les autres théories pour le public, avec les autres théories qu'on voit sur Internet. Il y a de toute façon un devoir de citoyenneté pour la science. C'est ce qui me paraît fondamental. Je ne voudrais pas relancer le débat parce qu'il faut terminer, mais juste... alors là, c'est mon point de vue, encore une fois, sur la catégorisation scientifique scolaire. C'est que l'invariant du système scolaire est tel que on a beau faire ça, on n'inversera pas disons la prédiction de l'échec scolaire en sciences pour 75% de la population, quoi, en gros. Donc ça, c'est très bien, mais si on veut changer le système à l'échelle macro, de l'ensemble de la société, il faut réduire le sentiment d'incompétence scientifique qui est produit par la sélection par les sciences algébriques dans l'enseignement au lycée, en gros, clairement. Et le principal invariant, c'est celui-là en ce moment. Ça n'empêche pas que individuellement, si on prend une ville test et qu'on prend au hasard Romorantin, par exemple, oui, prenons Romorantin, ça sera plus simple. Romorantin-Lantenay, alors. Donc, si on prend une ville au hasard et qu'on développe des clubs scientifiques, des bibliothèques, des machins, des trucs, on va inverser la chose à Romorantin. En revanche, au niveau de la population nationale, on n'y arrivera pas parce que c'est le système scolaire qu'il faut inverser au niveau démographique, quoi. On n'est pas obligé, sous prétexte qu'on sélectionne par les sciences algébriques, on n'est pas obligé de dégoûter tous les autres qu'on n'a pas sélectionnés des sciences, quoi, en général. Bon, mais c'est peut-être un mot de la fin un peu défaitiste. Personne ne se sent frustré et aurait voulu dire d'autres choses. Je peux dire juste... Je suis peut-être trop... Non, pas mot de la fin, mais trop optimiste. Mais moi, les jeunes que les vendredis vont dans les rues, ça me fait penser... Et là, ils vont avec un équipement scientifique très, très fort. Le truc, les vendredis climat. C'est un mouvement international de jeunes ados qui s'approprient des savoirs scientifiques avec une grande envie d'en savoir beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que ça correspond à les outils,
Ah bah, mais c'est quand même, mais c'est énorme. C'est génial. Mais c'est énorme. Ce que je te dis, c'est que tu changes pas. Tu changes pas le niveau de la population nationale. Non, mais moi, je regarde où on sera notre monde dans quelques années. 15% de jeunes de 18 ans se sont mis spontanément à étudier les rapports du GIEC et je vois aussi ma fille qui, bon, voilà, mais est-ce que ce n'est pas beau? Bon, moi, je trouve que oui. Non, mais ça ne... C'est fini. Il n'y a pas de conclusion, c'est fini là, c'est fini. Bon, on fait comme on a dit, on fait pas de grands témoins qui concluent. Si on remercie les organisateurs, on applaudit les traducteurs. Merci à tous et à toutes.